Caroline du Crevon et son officier. Troisième partie, les amoureux. Le hasard fait bien les choses. Emma, 16 mai 1943. En repartant vers Ry, je passe au Ventre voir les boulangers, comme d'habitude. Ils sont maintenant bien organisés. Ils ont aménagé leur forteresse souterraine, galerie par galerie, dissimulant les bouches d'aération dans des piles de bois ou reliées à la marnière. Raoul est un bricoleur de génie. Il a même réalisé un branchement sur le secteur absolument invisible. Cette casemate se compose de 3 dortoirs, un réfectoire, une salle de culture physique, une chambre à munitions, le tout relié par des galeries parcourues de mini-wagonnets plats, aptes à transporter les armes et le matériel. Le groupe s'est élargi et a pris le nom de Diable Noir, en raison des cagoules noires que portent les hommes lors des opérations. Quant à Raoul et Henri, ils ont choisi comme pseudonymes respectifs Fantomas et Cartouche. Ils ne se contentent plus de titiller les Allemands en provoquant des pannes sur leurs véhicules. Désormais, ils volent des munitions, font sauter ponts et véhicules. Ils ont même fait dérailler un train sur la ligne Amiens-Rouen. Nous dérobons aussi des cartes de ravitaillement, me confie Raoul. Il faut bien que mes gars mangent. Et ils sont tous clandestins, donc ils n'ont pas de carte d'alimentation. Alors un soir, vers 18h30, on a fait une descente à l'agence postale de Vaqueuil afin de voler des cartes de rationnement. En repartant, on a pris soin de ligoter le couple de postiers afin qu'ils ne soient pas inquiétés par les autorités d'occupation, précise son cadet, Henri. Encore heureux, dis-je moitié amusé, moitié outré. Nous avons aussi des arrangements, ajoute l'aîné. Je fournis au boulanger de la farine récupérée auprès d'amis fermiers et en contrepartie, il pétrit du pain supplémentaire. Pour la viande, il y a l'abattage clandestin et les cultivateurs nous fournissent beurre, fromage et légumes. Pascaline précise qu'avec la mère de Lucienne, elle s'occupe de la cuisine, les gamelles étant ensuite acheminées par le placard de la cuisine. Et personne ne s'aperçoit de rien, interrogeai-je, parce que les ouvriers passent toute la journée, sans compter les boches en face. Il y a quoi entre la scierie et le château des Ventes? 50 mètres à peu près. C'est ça, une 50aine de mètres, répond le chef Fantomas. Personne ne se doute de ce qui se passe sous terre. D'ailleurs, nous sommes toujours au travail sur nos chantiers. Il ajoute que bientôt, leur maquis et les autres groupes, comme celui auquel j'appartiens, ne seront plus seuls. Le SOE veut établir un réseau dans la région pour coordonner tout ça. J'en ai déjà entendu parler. Nous devrions être contactés sous peu. Mais l'heure tourne. Je dois repartir vers Ry, et heureusement, le trajet est en descente. En une dizaine de minutes, je suis à la maison. Je me dépêche de rassembler mes affaires et d'embrasser mes parents avant de courir vers l'arrêt de car. J'arrive juste à temps pour attraper le car qui va me ramener à Rouen. Ça m'a fait du bien de passer 2 jours dans ma campagne. La vie est plus facile qu'en ville. Je repars avec des œufs, du beurre, des légumes et même les 2 ailes et les blancs que ma mère a extraits du poulet de ce dimanche. Pendant le trajet, je songe à cette rencontre inattendue dans mon endroit secret. Moi qui me croyais seule, je me suis mise presque nue devant un inconnu. Un Allemand en plus. Alors que je fais tout pour les éviter à Rouen. J'ai une excuse. Il parle si bien le français que j'ai cru un garçon de la région. J'ai senti mes jambes trembler quand il a décliné sa véritable identité. Friedrich von Richter. Un Allemand, ai-je pensé sur le coup. Un de ces monstres qui emprisonnent et tuent les nôtres. Mais en l'entendant décliner son identité, ma voix intérieure m'a interpellée. Dit par lui, les sons ne sont pas aussi gutturaux que ceux de ses congénères. Il est plutôt mignon, en plus. Comment un démon peut-il avoir cette gueule d'ange? Tout simplement parce qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Ainsi qu'il l'a dit, il n'a pas voulu cette guerre. Il est le jouet de ceux qui tirent les ficelles. Il n'a pas eu le choix, comme Antoine, lorsqu'il a dû partir se battre. J'ai craqué quand il a passé sa main dans ses cheveux blonds foncés, à un moment en me fixant de ses yeux bleu-gris. Il n'est pas comme les autres. Il n'a pas vraiment essayé de me draguer. Sa conversation est agréable. Il avait l'air sincère lorsqu'il a répondu à mes questions dérangeantes sur la guerre. Je suis partagée. Son uniforme me dérange, mais l'homme qui le porte pique ma curiosité. Il me déstabilise. Jusque-là, j'ai toujours vilipendé
tous ceux qui portaient l'uniforme Bosch. Face à lui, je mets de côté tous les aspects négatifs, avec toutes les conséquences que cette attitude peut générer. Bref, face à lui, j'ai perdu mon dégoût naturel envers l'occupant. Enfin, Emma, tu te rends compte de ce qui te passe par la tête? Tu dérailles complètement, ma pauvre fille. Il est allemand. C'est rédhibitoire. Tu te souviens de ce que tu penses de Suzanne avec son Manfred? Oublie-le. Point final. Friedrich, 20 mai 1943. Bientôt 3 semaines que je suis à Rouen. Après l'enfer de la Russie, l'hôpital, je respire enfin. Toutefois, je me rends compte que l'ambiance est tendue. Et les Rouennais préféreraient nous voir partir, comme je les comprends. Ma fonction d'interprète me permet de côtoyer toutes sortes de gens. Je suis arrivée au moment où le maire, qui était en place depuis 1940, a démissionné. Le nouveau, M. Stackler, semble être un brave homme. En revanche, les militants du PPF et les miliciens m'insupportent. Ils sont presque pires que les SS et la Gestapo. J'exagère peut-être un peu. Les résistants, eux, sont très actifs. Les sabotages plus ou moins importants sont quotidiens. Il en est un qui n'a pas été considéré comme tel et qui m'a amusé. Les autorités d'occupation exigent que la statue de Pierre Corneille soit fondue. Elle a jusque-là échappé à la fonte pour récupérer les métaux non ferreux. M. Retagliati, chargé de la dépose de la statue, isolée sur l'île Lacroix, fort de l'évaluation du poids qu'en ont fait mes collègues, soit 1500 kilos, a amené le matériel pour une charge de 2 tonnes et a monté ses échafaudages. Lorsque Retagliati a écarté ses ouvriers pour opérer le levage, la statue a glissé sur le plan préparé et a brisé le palan. Elle est retombée avec un bruit de tonnerre. Et l'entrepreneur ayant opéré à la période des hautes eaux, la statue, qui pèse en réalité 5 tonnes, est tombée de haut et s'est enfoncée dans la vase. Je suis certain que Retagliati savait qu'elle pesait bien plus que les estimations allemandes et a agi sciemment. Il a réussi, car plusieurs tentatives seront certainement nécessaires pour extraire la statue de la vase, d'autant qu'elle s'est fissurée. Comme il faut à chaque fois attendre la marée basse, ça va traîner en longueur, et j'imagine très bien des pannes en série pour le transport. Après tout, c'est de bonne guerre, tout est bon pour conserver cette statue du grand Corneille. Quand je repense à cette scène, je ris en moi-même. Ces Français sont rusés pour conserver leurs biens, et je ne peux leur donner tort. Dans mes réflexions, j'entre dans le square Verdrel, que je traverse quotidiennement pour rentrer à l'hôtel de la Poste où je suis logée. Il y a peu de monde. Seule une jeune femme se tient debout, immobile devant le plan d'eau. J'ai l'impression bizarre d'avoir déjà vu cette silhouette, quand elle fait un quart de tour dans ma direction, s'apprêtant sans doute à se diriger vers la rutière. Elle paraît dans ses pensées et ne m'a manifestement pas vue. Je reconnais ma belle naïade rencontrée il y a 4 jours. Emma, vous renoncez à plonger cette fois? L'interpellai-je. Elle relève la tête surprise et marque un temps d'arrêt. Oberleutnant von Richter? Quelle coïncidence! En effet, aujourd'hui pas de plongeon. Je ne le fais que dans mon endroit secret, et ici, il y a bien trop de passages. Je constate néanmoins que vous vous souvenez de mon nom. Elle rougit légèrement, comme prise en faute. Je décide d'enfoncer le clou. Je vous ai apparemment marqué. Difficile d'oublier que vous m'avez vu à demi nue. Difficile, en effet, d'oublier ce magnifique spectacle. J'en rêve chaque nuit depuis, pensais-je. C'est un heureux hasard de vous croiser ici. J'y passe tous les jours depuis 3 semaines, et je ne vous avais encore jamais vu. J'avais une course à faire dans le quartier. Auparavant, je venais de temps en temps, pour donner du pain aux cygnes. Il y avait des cygnes? Fais-je étonné. Oui, mais ils ont été mis à l'abri à l'hospice général. Ils nagent maintenant sur l'eau bête. Les Rouennais ont le ventre creux, et la municipalité craignait que nos cygnes finissent en pâté ou en ragoût. Et comme vous travaillez à l'hospice général, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, complétai-je. En effet,
Mais comment savez-vous que je travaille à l'hospice général? Vous avez enquêté sur moi? Je la regarde en souriant. Pas besoin. Vous m'avez fourni ces informations vous-même. Comment ça? Le jour où nous nous sommes rencontrés, je suis allée boire un verre avec mon ordonnance au café-épicerie de Saint-Denis. Et je vous ai vu quand vous êtes venu faire les courses pour votre marraine, Irène. Et j'ai entendu votre conversation avec le patron. Je sais donc que vous êtes infirmière, dans le service de chirurgie du docteur Petit, Salpêquet précisément, et que vous n'épouserez jamais le fils de monsieur Pierre, puisque vous ne vous appréciez pas du tout. Vous m'avez donc espionné, réagit-elle en fronçant les sourcils. Je perçois pourtant qu'elle a plutôt envie de rire, malgré son air soudain boudeur. Loin de l'enlaidir, sa moue me fait complètement craquer. En tout cas, en ce qui vous concerne, je n'ai pas de mal à deviner où vous allez. À 7 heures, vous rentrez de la Kommandantur et vous vous dirigez soit vers l'hôtel de la Poste, soit vers l'hôtel de Dieppe, où logent de nombreux officiers. Mais comme vous êtes de ce côté du square, je penche pour l'hôtel de la Poste. Bravo! Excellente observation, Fräulein Comteville. Toute infirmière se doit d'être observatrice, Oberleutnant. Je meurs d'envie de lui demander où elle habite, mais je préfère jouer son petit jeu. Quant à vous, travaillant à l'hospice général, je présume que vous habitez à proximité de celui-ci. Excellente déduction, inspecteur von Richter, mais je vous vois venir. Vous cherchez à savoir où je demeure. Zut! La petite rusée a vu clair dans mon jeu. Je hausse les épaules d'un air désabusé. Désolé, Friedrich, je dois y aller, annonce-t-elle. Mais peut-être nous croiserons-nous dans le jardin de l'hôtel de ville. J'y passe souvent. Au revoir donc. Je n'en crois pas mes oreilles. Elle m'a appelé par mon prénom et ne ferme pas la porte complètement. Maintenant je sais où chercher. Aussi je n'insiste pas. Je ne veux surtout pas qu'elle se sente harcelée. Au revoir, Emma. Je reste un moment à la regarder s'éloigner de son pas dansant. D'un coup, la ville me paraît plus gaie, les gens moins fermés. Ne te leurre pas, Friedrich. Emma t'ouvre une porte, mais les Rouennais voient toujours en toi l'ennemi à abattre. Friedrich, 25 mai 1943. Dès lors, je sors fumer dans le jardin de l'hôtel de ville qui se trouve derrière la Kommandantur. Et lorsque ma journée est finie, j'y passe systématiquement un moment. Ce n'est que le 3e jour que j'aperçois enfin Emma, en tenue d'infirmière. Elle est tout aussi ravissante ainsi. Ces malades ont bien de la chance. Bonsoir, Friedrich, me dit-elle avec son magnifique sourire. Ne me dites pas que vous êtes là par hasard. Je ne peux ni ne veux vous mentir. Vous m'avez dit il y a peu que vous passiez souvent par ici. Donc, je suis venu chaque jour. Vous êtes patient et constant. Ce sont de belles qualités. J'ose lui proposer de nous balader un peu dans le parc. Il est plus de 19 heures et il n'y a plus personne. En tout cas, pas de civils. Emma, je suis ici depuis près d'un mois et j'ai vu les endroits les plus emblématiques de la ville, mais vous avez peut-être des endroits à me conseiller? C'est le passionné de littérature ou le soldat en quête de lieux de plaisir qui parle? Rétorque-t-elle avec un sourire en coin. Le passionné de littérature. Pour le reste, la Wehrmacht y pourvoit, dis-je sans me démonter. En effet, la rue des Cordeliers fourmille de prostituées réservées aux soldats qui y accèdent par un poste d'entrée rue des Charrettes. Alors, pour vous qui semblez féru de Flaubert, il y a l'Hôtel-Dieu, où il a passé son enfance, dans l'appartement de fonction de son père, le lycée Corneille, où il a effectué sa scolarité. Et vous pouvez y aller sans risque, puisque ce sont des lieux réquisitionnés par vos congénères. Elle me regarde légèrement moqueuse. Elle pense me provoquer, mais je ne relève pas. D'accord, je le ferai, quoi d'autre? Je vous recommande la maison natale de Corneille, rue de la Pie, tout au bout de la place du Vieux Marché. Vous m'y accompagneriez? Que nenni, mon cher, je préfère éviter. Je vois. Vous ne voulez pas qu'on vous voie accompagné d'un boche.
Bien vu, Friedrich. Mais n'y voyez aucune offense. Je tiens à ma réputation. En revanche, je vous propose de me donner vos impressions quand vous y serez allé. J'acquiesce. Cette proposition me convient, puisqu'elle me permet de la revoir, de passer du temps avec elle. Je n'en reviens pas d'être si patient, de me contenter de discussions avec elle. D'habitude, quand une fille me plaît, elle atterrit rapidement dans mon lit. Mais c'est généralement purement physique, et je ne les revois pas. Avec Emma, tout est différent. Tout en elle m'attire. Sa beauté, sa culture, son humour, son caractère. Friedrich, juin-juillet 1943. Nous nous revoyons fréquemment en fonction de ses horaires, toujours au même endroit, le soir, juste avant le couvre-feu. Nous échangeons sur les endroits de Rouen que je découvre grâce à elle, car, après la maison de Corneille, elle m'indique des endroits ou des détails insolites à repérer dans la ville, comme l'angelot dont la tête est sculptée à l'envers sous le gros horloge, la frise au cheval de la rue Audrebec, la plaque qui rappelle que Molière et sa troupe ont joué rue Saint-Éloi, les choguettes de l'hôtel de Bourtroude, la tour Saint-André au bas de la rue Jeanne d'Arc, les noms de rues gravés dans la pierre à l'angle des rues Damiette et Rosier, et encore bien d'autres. Bref, elle me fait faire une véritable chasse au trésor. Dans le jardin même, elle me montre la méridienne de Slotz. Nous avons des discussions à n'en plus finir sur ma découverte de ces endroits singuliers, mais aussi sur notre vie d'avant-guerre. Mais jamais elle ne m'accompagne en ville. Cependant, le 12 juillet, elle propose de me montrer son endroit préféré. Cet endroit est connu, mais c'est quand même mon deuxième endroit secret. J'aime y aller au moment du coucher du soleil. Depuis 1940, c'est possible quand le soleil se couche avant l'heure du couvre-feu. J'avoue que j'ai déjà triché en portant mon uniforme afin de ne pas avoir d'ennui. Si je suis avec vous, vous n'auriez pas de problème, dis-je avec enthousiasme. En effet, nous pourrions nous retrouver près de l'entrée du cimetière du Mont-Gargan. Je vous préviens, ça grimpe. Vous oubliez que je viens d'une région de montagne. C'est vrai, la forêt noire. Et pourquoi pas un pique-nique? Malheureusement, vu les restrictions, nous n'aurons pas grand-chose à nous mettre sous la dent. Et je saute sur l'occasion. Moi, je peux facilement améliorer l'ordinaire. Que ne ferais-je pas pour un moment avec elle? Je m'en charge, annonçai-je. Parfait. Alors, rendez-vous le 14 juillet, 20h, à l'entrée du cimetière du Mont-Gargan. Vous voyez où il se trouve? J'opine du chef. Je sais à peu près où il se trouve.